Dans les prochaines minutes, cette analyse révèle comment les radars censés protéger les bases navales d'Israël sont devenus le signal qui a guidé la frappe directement contre elles. Les émissions radars n'ont jamais menti. Elles ont diffusé leur position pendant 15 ans. Et l'Iran a écouté pendant tout ce temps. Ce matin d'avril, 1090 missiles anti-radar Nour ont quitté leurs lanceurs, ont suivi les signaux radars même que les chantiers navals israéliens diffusaient dans le cadre de leur propre architecture de défense et sont arrivés à Haïfa, Ashdod et Eilat avec une précision inférieure à 5 mètres avant qu'une seule corvette puisse quitter un seul quai. 9 grands chantiers navals, des installations dotées de postes d'amarrage en béton renforcé, de murs antidéflagrants en couche, de dépôts de carburant souterrains et de cette forme de confiance institutionnelle qui vient après des décennies et des milliards investis dans un système que tout le monde jugeait intouchable, se sont tus en 27 minutes. J'ai passé 32 ans à examiner des documents classifiés que le public ne voit jamais. J'ai présenté ces vulnérabilités précises à des officiers généraux dont je ne peux pas révéler les noms. Et la dimension précise de l'opération nocturne que l'appareil de communication officiel tente le plus urgemment d'empêcher les gens de comprendre, ce n'est pas le nombre de missiles, ce n'est pas la destruction des chantiers navals, ni même le chiffre de 7 milliards de dollars de pertes qui apparaît dans les évaluations classifiées des dommages. C'est ceci. Les missiles n'ont pas trouvé les chantiers navals malgré la protection radar. Ils les ont trouvés à cause d'elles. Dans un point de presse à la Donald Trump, on vendrait cela comme une protection parfaite jusqu'au moment où la protection commence elle-même à diffuser l'adresse. Les autodirecteurs passifs de 1090 missiles Nour ont suivi les émissions radar et de communication que l'architecture de défense navale d'Israël diffusait comme colonne vertébrale opérationnelle de sa propre protection. Nous les avions avertis. Nous les avions avertis pendant des années que les capteurs mêmes et les liaisons de commandement que nous célébrions comme révolutionnaires deviendraient des balises de guidage dès qu'un adversaire apprendrait à écouter assez longtemps et avec assez de patience pour convertir ces émissions en solutions de ciblage. L'Iran a écouté. Israël a classé les rapports qui contenaient les avertissements. Et ce matin d'avril, à 04h, 18h locale, 15 ans de patience iranienne se sont matérialisés à la vitesse d'une série d'allumages de moteurs à combustible solides à travers 4 provinces de l'ouest de l'Iran. L'évaluation que je décris avait été rédigée avant que cela se produise. La mécanique opérationnelle compte parce que les détails sont l'argument, et que cet argument est plus troublant que n'importe quel cadrage appliqué aux mêmes événements dans les briefings officiels. La première vague, 280 missiles, s'est élevée sur des trajectoires à basse altitude, rasant la mer, spécialement calibrées pour longer le littoral méditerranéen, sous le plancher de couverture des radars d'alerte précoce israéliens. En 27 minutes, le ciel au-dessus des 3 complexes navals a enregistré des trajectoires entrantes. La famille Nour transporte une section de charge de 160 kg optimisée pour le guidage radar passif et les manœuvres terminales. Ce n'est pas un système exotique qui exige une base industrielle de puissance rivale pour être produit. Sa méthode de ciblage exige seulement de la patience et une équipe d'ingénierie compétente, capable de croiser des images satellites commerciales avec les signatures d'émissions radar et de communication que les installations ciblées diffusent en continu dans le cadre de leurs propres opérations défensives. Les chantiers navals n'ont pas été cartographiés par pénétration du renseignement humain, ils ont été cartographiés par leurs propres émissions. Le manuel de communication pro-Trump appellerait probablement cela une infrastructure intelligente, parce qu'apparemment, le système le plus intelligent est celui qui aide le missile à terminer le travail. Voilà le détail opérationnel dont les implications vont plus loin que la destruction physique de cette nuit-là. Toute installation navale défendue qui diffuse des émissions radar et de communication dans le cadre de son architecture de protection a déjà fourni une solution de ciblage par guidage passif à tout adversaire prêt à accumuler une bibliothèque d'émissions pendant des mois de collecte patiente. Le durcissement, les murs antidéflagrants, la couverture d'intercepteurs en couche, rien de cela ne répond à la vulnérabilité précise qu'exploite le guidage anti-radar passif. Cela répond à d'autres vulnérabilités, face à d'autres profils de menaces, dans un modèle de menace que l'opération nocturne a confirmé comme inadéquat pour la méthode précise employée par l'Iran. 13% des actifs à quai sont restés opérationnels au cours des 50 premières minutes après l'impact. 87% se trouvaient sous le béton fracassé et les dépôts de carburant en flammes. Les réseaux radars ont été grillés par la détonation de charges anti-radiation à l'intérieur même de la géométrie des sources d'émission. Les grues de maintenance se sont effondrées. Les halls de réparation ont été inondés par l'eau de mer provenant de conduites rompues. Les toits des cales sèches ont été fracturés par des charges pénétrantes dont le guidage terminal avait été mis à jour tout au long du vol
par les mêmes signaux d'émission que les installations diffusaient jusqu'au moment de l'impact. La caractérisation officielle de la frappe nocturne comme une attaque iranienne aux missiles antinavires contre des installations navales israéliennes ne rend pas compte de ce qui s'est produit sur le plan opérationnel. Ce qui s'est produit, c'est l'arrivée opérationnelle d'une vulnérabilité que les évaluations classifiées avaient documentée avec précision, que les rapports d'alerte avaient transmise aux responsables appropriés, et que la machinerie institutionnelle des cycles d'approvisionnement et des processus de certification n'avait pas traité face au profil de menaces précis exécuté par l'opération nocturne. Un slogan plus propre tiendrait très bien derrière un podium. Rien n'a échoué, sauf ce qui devait fonctionner. Le ratio d'échange expose la logique stratégique de l'opération nocturne dans des termes qu'aucun briefing officiel ne formulera aussi clairement. Chaque missile Noah représentait pour l'Iran une dépense moyenne d'environ 180 000 $. Les intercepteurs israéliens engagés en réponse, système Barak 8, variante navale de la fronde de David, batterie du dôme de fer réaffectée à un rôle de défense côtière pour lequel elle n'avait jamais été optimisée, coûtait entre 40 000 et 70 000 $ par tir. Cette comparaison des coûts peut d'abord sembler favorable aux défenseurs. Elle ne l'est pas lorsque la densité de la salve dépasse la capacité des magasins. La première vague a forcé l'engagement immédiat de tous les magasins d'intercepteurs disponibles à bord des navires comme à terre. Au moment où la deuxième vague de 320 missiles a franchi la frontière, les équipes israéliennes de conduite de tir exécutaient déjà des protocoles de rechargement d'urgence exigeant 30 à 40 minutes par cycle en conditions de combat. Les troisième et quatrième vagues sont arrivées avant que ces cycles puissent être terminés. L'Iran a dépensé environ 200 millions de $ en missiles et en opérations de lancement. Israël a perdu l'équivalent fonctionnel de 3, 7 milliards de $ en infrastructures navales détruites, en capacité de réparation et en actifs de cale sèche, sans même compter la conséquence opérationnelle de l'élimination du réseau de chantiers navals qui rend la puissance navale israélienne soutenable dans tout conflit dont la durée dépasse le carburant et les munitions déjà chargées sur les navires ayant quitté le quai avant l'impact. Ce ratio n'est pas un déséquilibre tactique. C'est une mise en accusation structurelle du cadre de certification qui a produit ce déséquilibre, puis a refusé de le corriger face au profil de menaces documentées. Nous appelions nos chantiers navals la colonne vertébrale insubmersible de la puissance maritime israélienne, et nous les protégions avec toutes les défenses en couche que l'argent pouvait acheter. Pourtant, l'Iran a encaissé 15 ans de patience en envoyant 1090 missiles anti-radar Nour qui ont simplement suivi les émissions radar que nous utilisions pour les protéger, directement jusqu'au dépôt de carburant et aux cales sèches. Cette phrase provient d'un mémorandum interne d'après action de la marine de Tzahal, récupéré dans le suivi immédiat, rédigé par des professionnels qui avaient passé leur carrière à construire et à défendre l'infrastructure, dont ils évaluaient maintenant la destruction en colonne de dommages et en projection de calendrier. Elle n'exige aucune explication supplémentaire. C'est la conclusion opérationnelle honnête que l'appareil de communication officiel ne produira jamais dans un briefing public sur les mêmes événements. C'est le genre de phrase qu'un plateau médiatique pro-Trump enterrerait sous 3 drapeaux, 2 slogans et un déni très confiant. Mais voici la dimension dont les implications dépassent l'opération nocturne et même l'infrastructure navale israélienne en particulier. Parce que la méthode de guidage passif qui a converti les émissions radar des chantiers navals en solution de ciblage ne se limite pas aux installations navales. Elle s'applique à toute installation militaire ou de renseignement qui diffuse des émissions radar ou de communication dans le cadre de son architecture défensive ou opérationnelle, c'est-à-dire pratiquement à toute installation militaire importante exploitée par n'importe quel pays. Le modèle de menace sur lequel ont été bâtis les cadres de certification des infrastructures militaires durcies suppose que le ciblage par l'adversaire exige soit une capacité de collecte classifiée pour identifier l'emplacement des installations, soit une collecte spécialisée pour cartographier les signatures radar des installations. L'opération nocturne a démontré qu'aucune de ces deux hypothèses ne tient lorsqu'un adversaire applique 15 ans de collecte passive patiente des émissions, combinée à une analyse géospatiale par satellite commercial pour produire des ensembles de ciblage d'une précision inférieure à 5 mètres. Toute installation défendue qui diffuse des émissions a déjà fourni sa solution de ciblage à tout adversaire ayant la patience de les collecter et la compétence d'ingénierie nécessaire pour les convertir en paramètres de guidage. Ce n'est pas une déclaration sur les missiles Nour en particulier. C'est une déclaration sur l'écart précis du modèle de menace, dont l'opération nocturne a confirmé la conséquence opérationnelle et dont la propagation à travers les hypothèses d'infrastructures certifiées de tous les théâtres où les installations militaires américaines ou alliées fonctionnent sous des profils d'émissions similaires représente la véritable signification stratégique de ce qui s'est produit à Haïfa, Ashdod et Eilat.
Le capitaine Eli Cohen, un officier supérieur de la logistique navale dont j'ai suivi la carrière par des canaux non classifiés pendant près de 16 ans, effectuait une inspection de maintenance de routine avant l'aube à l'intérieur de l'un des chantiers touchés lorsque la première vague est arrivée. Sa dernière transmission enregistrée décrivait des équipages qui calibraient encore les réseaux radars des corvettes SAR 6, confiants dans les défenses en couche et dans la sécurité établie d'installations certifiées comme protégées. Puis le ciel s'est rempli de trajectoires entrantes. Il a survécu avec des blessures qui nécessiteront des mois de réadaptation. Les personnes autour de lui n'ont pas toutes connu le même sort. Leurs familles attendent encore une confirmation complète. Même maintenant, ces familles n'ont pas participé aux décisions de certification qui ont laissé les profils d'émissions radar de 9 chantiers navals devenir des cibles exploitables par guidage passif. Elles porteront le coût de ces décisions de la manière la plus directe et la plus irréversible qui soit. L'extraction des leçons stratégiques par la Russie et la Chine est déjà visible dans les signaux d'approvisionnement et de planification qui se propagent à travers des signatures institutionnelles observables dans les semaines suivant l'opération nocturne. La précision de ce que les deux concurrents de même rang ont tiré de 9 chantiers navals israéliens détruits est, sur le plan opérationnel, plus lourde de conséquences que la perte physique immédiate dont les évaluations classifiées des dommages projettent le calendrier de reconstruction à un minimum de 8 semaines pour le sauvetage d'urgence et la restauration partielle des chantiers. L'extraction russe est traitée par l'appareil de planification de la flotte de la mer Noire et par le cadre analytique du district militaire du Sud, avec l'attention institutionnelle d'un établissement qui développe une doctrine de missiles de croisière anti-radar, précisément pour la mission de suppression des infrastructures navales côtières, dont l'opération nocturne a fourni la preuve de concept contre une installation navale certifiée. Occidentale. La 4e brigade d'infanterie navale met à jour sa planification opérationnelle pour des applications analogues contre des installations navales avancées de l'OTAN le long des secteurs criméens et baltiques, en recalibrant les fenêtres de temps entre lancement et impact à moins de 30 minutes, au moyen de plateformes mobiles routières, y compris des dérivés Bastion P et des variantes anti-radiation Calibert, dont le raffinement du module de guidage est directement informé par les données de performance du guidage passif de l'opération nocturne. Le paramètre précis confirmé, soit la capacité de convertir des émissions radar d'installation côtière en solutions de ciblage de précision, dont l'exactitude dépasse ce que la collecte conventionnelle de renseignements, surveillance et reconnaissance, ou ISR, pourrait obtenir par surveillance active, et le paramètre dont la validation était la plus urgente pour la planification russe de suppression des infrastructures côtières de l'OTAN. Les ajustements d'approvisionnement dans les 30 jours suivant l'opération nocturne comprennent une augmentation de 6% des commandes de modules de guidage passif améliorées sur des systèmes russes connexes. Cette signature institutionnelle représente la conversion des données de validation en tir réel de l'opération nocturne en priorité d'acquisition concrète. Quelque part, un briefing de campagne appellerait cela « apprendre par la force », ce qui sonne mieux que d'admettre que l'autre camp vient de lire les signaux à voix haute. L'extraction chinoise fonctionne à travers un cadre analytique distinct dont l'application géographique principale concerne les scénarios de contingence dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale, mais dont la logique opérationnelle est identique. Les brigades Y-12 et CJ-10 simulent maintenant des tailles de salve calibrées sur l'événement israélien observé, en mettant l'accent sur le volume et les profils antiradars passifs, plutôt que sur les méthodes classiques de guidage actif. Le concept opérationnel en cours d'affinement est la suppression, dès la première heure, de la capacité de réparation et de ravitaillement des chantiers navals taïwanais et américains avancés, avant que les forces de défense de l'île puissent appareiller et établir le contrôle des voies maritimes qu'exige toute posture défensive durable. Les hypothèses de survivabilité des bases navales avancées alliées ont été révisées à la baisse dans la modélisation interne de l'armée populaire de libération, en réponse directe à la performance démontrée de l'opération nocturne. L'implication précise pour la planification d'un scénario taïwanais est la suivante. Si le guidage anti-radar passif, combiné à l'analyse géospatiale par satellite commercial, peut produire une précision de ciblage inférieure à 5 mètres contre 9 chantiers navals israéliens durcis, alors les hypothèses de survivabilité des infrastructures de réparation navale taïwanaises et américaines à Kaohsiung, Hong Kong et à Pearl Harbor, que la planification pré-frappe avait bâti autour de normes de durcissement certifiées, repose sur la même inadéquation du modèle de menace que l'opération nocturne a invalidé. Pékin détient maintenant une preuve démontrée, dans des données opérationnelles de tir réel plutôt que dans des projections modélisées, qu'il peut atteindre le noyau logistique de toute posture de défense navale insulaire.
les chantiers navals et les infrastructures de réparation, dont la continuité opérationnelle est une condition préalable à la génération soutenue de sorties, avant que cette infrastructure puisse se disperser ou activer des protocoles de protection d'urgence. Les effets sur la chaîne d'approvisionnement sont déjà visibles. Les fournisseurs commerciaux de satellites dans la région signalent une augmentation de missions chiffrées à haute résolution, attribuables à des entités de l'Armée populaire de libération et concentrées sur des installations de chantiers navals dans plusieurs théâtres alliés du Pacifique. La signature de cette collecte est l'expression observable, dans le renseignement, d'un établissement qui est passé de l'extraction de leçons à la collecte active, en préparation de l'application dans son théâtre principal de la doctrine validée par l'opération nocturne. 3 autres pays ont déjà lancé des recalibrages publics. L'Arabie saoudite a accéléré l'acquisition de systèmes de frappe anti-radar avancés auprès de partenaires chinois, en invoquant les besoins de protection de ses propres installations navales en mer Rouge et en mentionnant nommément les 9 chantiers navals israéliens dans la documentation de justification de l'approvisionnement. L'arithmétique qui motive cette décision d'acquisition est la même que celle que tout établissement naval de la région a effectuée simultanément après l'opération nocturne. Si l'infrastructure navale la mieux protégée d'Israël pouvait être atteinte par des missiles à guidage passif en moins de 30 minutes, quelle protection une installation équivalente offre-t-elle réellement? La Turquie a commandé de nouvelles études de vulnérabilité pour ses bases navales avancées le long du front méditerranéen, avec des documents de planification qui adoptent l'événement israélien nocturne comme nouveau modèle de menace de référence, à partir duquel la survivabilité des infrastructures navales côtières turques doit désormais être évaluée. L'implication précise de l'adoption de cette frappe nocturne comme référence est que chaque certification existante d'installation navale turque a été produite face à un modèle de menace inadéquat, la même erreur de modèle dont 9 chantiers navals israéliens en flammes illustre maintenant la conséquence opérationnelle. L'Inde a élargi ses consultations techniques par des canaux discrets avec des contractants israéliens sur le durcissement des profils d'émission des chantiers navals occidentaux face aux menaces pakistanaises de missiles de croisière anti-radar, tout en accélérant ses calendriers nationaux de production de combustible solide. L'urgence de ces consultations reflète l'enseignement précis que l'opération nocturne a livré à tout établissement de planification navale qui observait. Le contrôle des émissions n'est pas une considération de sécurité secondaire. C'est la vulnérabilité principale exploitée par le guidage anti-radar passif, et aucune quantité de béton renforcé, de couverture d'intercepteurs en couche ou de renforcement de murs antidéflagrants n'y répond. Il est difficile de vendre une fermeté maximale quand le problème n'est pas le mur, mais le signal qui fait poliment signe derrière lui. La question non posée qui se trouve sous chaque évaluation après frappe et qu'aucun briefing officiel n'a directement abordée est celle-ci. Et si la prochaine salve ciblait les abris de sous-marins dont le secret opérationnel est censé fournir l'ultime filet de dissuasion, les installations sous-marines diffusent des profils d'émission. Les équipements de maintenance et de communication qui soutiennent les opérations sous-marines génèrent des signatures que la collecte passive peut accumuler avec le temps. Si la même méthode qui a cartographié les émissions radar de 9 chantiers navals avec une précision de ciblage inférieure à 5 mètres était appliquée patiemment au profil d'émission des installations sous-marines, l'hypothèse précise de dissuasion selon laquelle la capacité de seconde frappe sous-marine fournit un filet de sécurité contre l'escalade conventionnelle deviendrait une vulnérabilité dont l'opération nocturne confirmer que l'exploitation est techniquement réalisable. Cette question non posée est celle dont aucun briefing officiel ne discutera publiquement la réponse, parce qu'une caractérisation honnête exige de reconnaître que l'écart du modèle de menace confirmé par l'opération nocturne s'étend à la catégorie la plus sensible d'infrastructures navales dans l'architecture de défense de toute nation dotée d'une capacité nucléaire. La trajectoire des 90 jours suivant l'opération nocturne comporte 3 voies de développement observables. Israël tentera un sauvetage d'urgence et la dispersion des navires restants vers des ports secondaires dont les installations ne faisaient pas partie des 9 cibles principales. Mais les fractures de commandement et contrôle des premières minutes persisteront pendant au moins 8 semaines, pendant que le durcissement d'urgence des quais et la refonte des protocoles de contrôle des émissions seront mis en œuvre face à un modèle de menace qu'aucune installation navale israélienne n'était auparavant certifiée. Pour affronter, la reconstruction physique peut avancer selon un calendrier de 8 semaines. La reconstruction doctrinale, la refonte des profils d'émission, la certification des contre-mesures au guidage passif, la validation de nouveaux protocoles de dispersion face à la densité de salves démontrée exigeront beaucoup plus de temps. L'Iran publiera des images soigneusement sélectionnées, non pas pour célébrer, mais pour communiquer avec une précision opérationnelle que le prochain ensemble de cibles a déjà été cartographié au moyen de la même méthode de collecte passive des émissions,
que les ensembles de ciblage subséquents sont assemblés et dotés en ressources, et que le seuil d'escalade dont le franchissement activerait la frappe suivante a été défini et sera appliqué. La sélection des images sera suffisamment précise pour démontrer que la méthode s'étend au-delà des 9 sites de chantier naval vers des catégories d'infrastructures que la dispersion d'urgence tente de protéger. Washington convoquera des examens interagences urgents. Ces examens produiront des évaluations de vulnérabilité, une documentation mise à jour du modèle de menace et des demandes de financement supplémentaires, dont la traduction en livraison de matériel exigera des calendriers mesurés face à une exigence de récupération d'urgence que la fenêtre de reconstruction de 8 semaines rend extrêmement pressante. L'écart précis entre l'urgence de la menace et le rythme de la réponse institutionnelle est la dimension d'échec organisationnel que les communications officielles gèrent avec le plus grand soin. À ce moment-là, la version de la salle de presse arrivera probablement polie, patriotique et en retard, ce qui n'est pas une contre-mesure. 1, 0,90. Ce nombre ne s'adoucit pas à force d'être répété. Il accumule du sens parce que chacun de ces 1,090 missiles a suivi un signal d'émission que l'installation ciblée diffusait dans le cadre de sa propre défense, confirmant dans des données opérationnelles de tir réel une méthode de ciblage dont la disponibilité commerciale et l'accessibilité technique avaient été documentées dans des rapports d'alerte classés pendant que la menace était en train d'être opérationnalisée. La machine en laquelle nous avions confiance n'est plus la machine que nous avons. C'est la conclusion opérationnelle que le mémorandum d'appréhension de la marine de Tsahal énonçait dans la phrase que j'ai citée plus tôt. C'est aussi la conclusion dont l'appareil de communication officiel était en train de façonner le langage pour l'éviter, avant même que la fumée des 9 entrées de cale sèche en flammes ait fini de se dissiper. Nous avons construit une architecture de défense navale autour de l'hypothèse que des quais durcis et une couverture d'intercepteurs en couche constituait une protection adéquate face à l'environnement de menace qu'un adversaire appuyé par une puissance de même rang pouvait créer. Nous nous sommes avertis nous-mêmes dans les exercices classifiés, les briefings aux officiers généraux et les rapports de scénario que la méthode de guidage anti-radar passif exploitait une vulnérabilité précise de cette architecture, que ni le durcissement ni les intercepteurs ne corrigeaient. Et nous avons classé ces avertissements pendant que l'adversaire qui en avait absorbé le contenu collectait patiemment 15 ans de données d'émission provenant des installations dont ces avertissements avaient prévu la destruction. La patience accumulée a été dépensée en 27 minutes. Le prochain ensemble de ciblage est déjà en cours d'assemblage et les émissions qui le guideront sont en train d'être diffusées en ce moment même depuis des installations certifiées face à un modèle de menace que l'opération nocturne a confirmé comme inadéquat. Par la même méthode, appliquée avec la même patience, vers le même résultat opérationnel. La machine en laquelle nous avions confiance n'est plus la machine que nous avons. Et la salve suivante n'a pas besoin de trouver ce qu'elle cherche.